Bon, cette séance a été programmée pour réviser quelques exos de TD, d'accord, concernant le calcul du contrainte du sol et la vérification de la stabilité du mur du soutènement. On passe à la série TD numéro 1, calcul des contraintes dans le sol. On commence par le premier exercice, soit le contenant de sol des figures 1 et 2, le poids volumique du sol et de gamma est égal à 20 kN par mètre cube. La question, c'est de calculer les contraintes totales et les contraintes effectives ainsi que la pression interstitielle. On a deux figures, figure 1, figure 2. Si on prend la figure numéro 1, d'accord? Donc, si on cherche à calculer la contrainte totale, sigma est égal à gamma, le poids volumique, fois la profondeur Z. Avec gamma est égal à 20 kN par mètre cube et Z est égal à 5 mètres. OK? La pression, si on cherche de calculer la pression interstitielle, comme il n'y a pas, c'est-à-dire de la nappe phréatique, la nappe d'eau, donc on a, si vous avez remarqué, on a un terrain naturel normal. Ce symbole, c'est un symbole de la contrainte du sol, ou plutôt du sol, où le lieu où on a calculé la contrainte, d'autres mots dit. OK? Bon, pour la pression interstitielle ici, si U est égal à 0. La contrainte effective sigma est égale, elle est identique avec la contrainte totale. Pourquoi? Parce que la pression interstitielle sera nulle, égale à 0. Donc, 20 fois 5, la profondeur, 5 mètres, est égale à 100 kPa. Revenons à la figure numéro 2. Donc, avec l'existence de la nappe phréatique au début de terrain naturel ou bien au début du sol, donc on cherche à calculer aussi la contrainte totale, sigma, qui est égale à gamma fois Z. Donc, avec gamma est égal à 20 kN par mètre cube fois 5 mètres de profondeur. Concernant la pression interstitielle, on a gamma est égal à 20 kN par mètre cube. On a Z qui est égal à 5 mètres et on a gamma W qui toujours est égal à 10 kN par mètre cube. Si on cherche à déterminer lui, la pression interstitielle est égale à combien? Est égale à gamma W, toujours 10, fois la profondeur, c'est-à-dire la hauteur de la nappe phréatique, d'accord? Ou de la couche phréatique. Donc, est égal à combien? Est égal à 5, donc 50 kPa. Pour la contrainte effective, elle est différente de la contrainte totale. Donc, sigma prime est égal à la contrainte totale moins la pression interstitielle. Ici, ça c'est 100 moins 50, c'est 50 kPa. Bon, si on passe à l'exercice numéro 2, bien sûr, on essaye de toucher tous les types de la position, c'est-à-dire de la nappe d'eau ou la nappe phréatique, soit disant au début, au milieu, bien en bas. Bon, en considérant les conditions montrées à la figure suivante, calculer la contrainte effective dans le sol à 2 mètres de profondeur et calculer la contrainte effective dans le même sol, mais à une profondeur de 4 mètres. OK? On peut commencer d'abord par Z égale à, on a Z1 est égal à 2 mètres et Z2 est égal à 2 mètres. On commence par la première profondeur, c'est Z égale à 2 mètres. Calcul de la contrainte totale est égal à contrainte, plutôt contrainte effective, est égal à contrainte totale, moins la pression interstitielle. C'est ça. Bon, pour Z égale à 2 mètres, c'est-à-dire je m'arrête ici. Si vous avez remarqué, gamma est égal à, plutôt sigma est égal à gamma fois Z. Gamma, c'est 18 kN par mètre cube, fois Z, la profondeur de mètre, est égal à 36 kPa. Si on cherche de calculer la contrainte effective, c'est toujours la contrainte totale moins la pression interstitielle. Ici, il n'y a pas, c'est-à-dire à une profondeur est plutôt égale à 2 mètres, il n'y a pas l'existence de la nappe phréatique, c'est ça. Bon, avec ce absence, U sera égal à 0. Donc, c'est pour ça, sigma est égal à sigma total est égal à 36 kPa dans ce cas. Mais, pour répondre à la deuxième question, c'est calculer la contrainte effective dans le sol à 4 mètres, c'est-à-dire 2 plus 2, Z1 plus Z2, d'accord? Et on remarque l'existence de la nappe phréatique. Donc,
On a calculé d'abord la pression interstitielle. U est égal à combien? Ça, c'est gamma W fois Z. Z, c'est toujours Z2, c'est-à-dire la profondeur où se trouve la nappe phréatique. OK? Ça, c'est 20 kilopascal pour Z est égal à 4 mètres. D'accord? Bon, pour calculer le sigma est égal à gamma 1, c'est-à-dire gamma de la première couche, les caractéristiques de la première couche, fois la profondeur ou bien la hauteur de couche numéro 1, plus gamma 2, c'est 20 kN par mètre au cube, fois la profondeur de la deuxième couche, 2, est égal à 77, plutôt 76 kilopascal. Donc, si on veut calculer la contrainte effective, c'est notre but, c'est de sigma moins U, moins la pression interstitielle. Donc, la contrainte totale, c'est égal à 76, moins 20 est égal à 56 kilopascal. Bon, pour l'exercice numéro 3, en considérant les conditions montrées à la figure suivante, la question posée, c'est de calculer la contrainte effective dans le sol à 4 mètres de profondeur. Ici, vous avez remarqué, voilà le symbole où on a calculé la contrainte effective. Et on a la situation de la nappe phréatique ou bien la nappe d'eau se situe au début de terrain naturel ou bien au début de la première couche. OK? Bon, la même chose, sigma prime, la contrainte effective, est égale à la contrainte moins la pression interstitielle. Bon, U est égal à combien? Maintenant, ça c'est gamma W, parce qu'on a de l'eau, la première couche. Gamma W fois petite Z1, puisqu'on a Z1 est égal à Z2, je mets directement le Z, parce que Z1, c'est-à-dire identique, 2 mètres, 2 mètres, sont identiques. Donc, est égal à ZW plus Z, c'est-à-dire 2 mètres plus Z2, est égal à 2. D'accord? Est égal à 10 fois 4 est égal à combien? 40 kilopascal. Donc, pour la pression, plutôt la contrainte totale, gamma fois Z, ça c'est gamma fois Z, 20 fois 2, plus gamma W fois Z2, c'est-à-dire fois 10, gamma W est égal toujours 10 kN par mètre au cube, fois la profondeur qui est égale à 2, est égale à 60, le total, sigma, la contrainte totale, c'est 60 kilopascal. Donc, maintenant, on peut déterminer la contrainte effective qui est égale à la contrainte totale moins la pression interstitielle égale à 20 kilopascal. Bon, pour l'exercice numéro 4, soit le contenant du sol de la figure suivante, la masse volumique du sol saturé est de 19,62, c'est-à-dire la gamma sat, kN par mètre au cube. Bon, la question qui pose, c'est que calculer la contrainte totale et les contraintes effectives ainsi que la pression interstitielle au niveau A. Voilà le niveau A. Lorsque la nappe phréatique est au niveau A et la nappe phréatique est élevée au niveau B. Cela veut dire, je vais chercher de calculer la contrainte totale au niveau A. Si la nappe phréatique se trouve au niveau A et si la nappe phréatique, on a deux cas, et si la nappe phréatique se trouve toujours, plutôt, je cherche toujours la contrainte toujours au niveau A, mais si la nappe phréatique se trouve ici, ce n'est pas au niveau A, au niveau B. D'accord? Bon, on peut commencer. La contrainte totale, sigma est égal à gamma sat fois H. Voilà, ça c'est gamma saturé, d'accord? Fois H. H est égal à combien? Donc ici, au niveau A. Bon, toujours gamma sat, ça c'est 19 la contrainte, ça c'est 19,62 fois H, la profondeur ou bien la hauteur de la couche, est égal à 5 mètres. Donc, ça c'est 98,1 kilopascal. Concernant la pression interstitielle, où on a, je dis bien, c'est-à-dire où on a la nappe phréatique, elle est au niveau A. D'accord? Toujours, je dois calculer la contrainte au niveau A, mais c'est la nappe phréatique au niveau A. Premier cas. Donc, est égal à gamma W fois Z. Voilà gamma W, Z, elle est coïncide directement avec le niveau A. Donc, la hauteur, ou bien Z, est égale à 0. Donc, c'est pour ça la pression interstitielle au niveau A est égale à 0. La contrainte effective, sigma prime, est égale à sigma, la contrainte totale, moins la pression interstitielle sera identique, c'est-à-dire la contrainte effective et la contrainte totale sont identiques. Pourquoi? Parce que U égale à 0, la pression est égale à 0. Si on lève maintenant la nappe phréatique au niveau B, donc maintenant, si je dois par exemple varier la nappe phréatique,
au lieu de niveau A au niveau B. Et je cherche à calculer toujours la contrainte au niveau A. Donc, il se produit une variation du contrainte effective au niveau A parce que le sol saturé devient submergé ou bien déjaugé. Cela veut dire les contraintes engendrées au niveau A par le sol et l'eau se définissent comme suit. La contrainte totale, donc sigma est égal à gamma sat fois H plus gamma W fois Z. Donc ça c'est gamma sat fois H toujours 5, plus gamma W, fois 2. Voilà le gamma W. Gamma W fois ZW qui est égal à 2. Ça, c'est au niveau B. Je dis bien. Bon, est égal à combien? Est égal à 118,1 kPa. La pression interstitielle U est égale à combien? Est égale à gamma W. Voilà, pardon. Ça, c'est gamma W fois combien? Fois H plus ZW. Ça, c'est 2 plus 5 est égal à 70 kPa. Donc, la contrainte effective au niveau A, si on a la nappe phréatique, elle est au niveau B, ça sera égal. Sigma prime est égal à sigma moins U. Ça, c'est gamma sat fois H plus gamma W fois Z, il y a sigma total, moins la pression interstitielle, il y a gamma W fois, entre parenthèses, c'est le petit 2, c'est ZW, plus la hauteur H qui est égale à 5. Est égal à combien? 48,1 kPa. Bon, on peut commencer ou bien on peut aller aux exercices numéro 4, l'exercice numéro 5. Si on veut calculer maintenant la contrainte sous une charge trapézoïdale remblée, soit le remblai routier représenté à la figure ci-dessous, on suppose que le poids volumique moyen du matériau gamma est égal à combien? 19,62 kN par mètre au cube. Ce n'est pas un poids volumique saturé, poids volumique normal, d'accord? Ce n'est pas comme celle de l'exercice numéro 4. Donc, la question, c'est que calculer la contrainte verticale sous le centre à des profondeurs de 3 à 6 mètres. Ça veut dire le premier profondeur, CAZ est égal à 3. Deuxième, CAZ est égal à 6 mètres. Bon, on évalue d'abord la contrainte superficielle, c'est-à-dire on essaie de calculer Q, est égal à gamma fois H. Avec gamma est égal à combien ici? C'est 19,62. Bien sûr, ce n'est pas saturé, gamma normal, moyen, est égal à 19,62 fois 3, parce que la profondeur est égale à 3. Donc, fois 3 est égal à 59 kPa. On calcule ensuite la contrainte verticale pour Z est égale à 3 mètres. Donc, on peut commencer par une profondeur qui est égale à 3 et faire la même chose pour Z est égal à 6 mètres. D'accord? Bon, on calcule ensuite la contrainte verticale. Delta sigma, Z est égal à I fois qui? I, c'est le facteur d'influence. D'accord? Bon, je vais faire quoi? Je vais essayer, c'est-à-dire bien sûr suivant la bague ou bien la bague de... c'est-à-dire des sexes ou plutôt de la bague de la charge triangulaire, d'accord? Je vais essayer de faire deux paramètres, déterminer deux paramètres, A sur Z et B sur Z, deux rapports. Bon, le premier rapport A sur Z est égal à 6 sur 3 est égal à 2. Le B sur Z, où est le 6, voilà le 6 sur Z, puisqu'on dit Z, la première est égale à 3, est égal à 2. B, qui est égal à 5 sur Z, 3, est égal à combien? 1,67. Bien sûr, d'après la bague d'Osterberg, donc on peut déterminer le I. D'après la projection du paramètre, des deux paramètres, ou bien la projection du point, voilà, la projection de point d'intersection du deux paramètres sur la courbe. Donc, on a B sur Z est égal à 1,67, A sur Z est égal à 2. Avec la projection, on peut, I est égal, on peut déterminer le facteur d'influence, I est égal à 0,49
revenons à l'exercice. Donc, d'après la bac, delta sigma 3 est égal, c'est-à-dire AZ est égal à 3, est égal à I fois qui 0,49, le facteur d'influence, fois 59 est égal à 29 kilopascal. Ça, c'est pour la moitié du remblai. Puisqu'on a la symétrie, donc je vais faire quoi? Je vais essayer de calculer, pour calculer la totalité du remblai, je dois multiplier par 2 pour obtenir la contrainte totale au niveau de remblai. Bon, la même chose, c'est-à-dire juste application numérique, pour Z est égal à 6 mètres. On a A sur Z est égal à 6 sur 6, B sur Z est égal à 5 sur 6. On a déterminé, c'est-à-dire d'après la projection de le point d'intersection du deux paramètres, ou bien du deux rapports A sur Z et B sur Z sur la BAC, bien sûr. Donc, on peut déterminer directement le I. I est égal à 0,44. OK? Bien sûr, à cause de la perte, c'est-à-dire de la performance d'image, parce que j'essaie de prendre une capture d'écran, après j'essaie d'élargir un petit peu, la qualité de l'image. Sinon, on peut déterminer facilement le I est égal à 0,44, ce qui donne delta sigma 6 est égal à, c'est-à-dire à 6 mètres, à une profondeur de 6 mètres, I fois qui est égal à 0,44 fois 59 kilopascal. Donc, delta sigma, la contrainte est égale à 26 kilopascal. Ça, c'est pour la moitié du remblai. Pour la totalité, à cause de la symétrie, je vais multiplier par 2. Donc, est égal à 52 kilopascal. Bon, jusqu'à maintenant, est-ce que c'est clair? Pour la série TD numéro 1, juste, on va jouer avec la position de la nappe phréatique et l'existence de la charge. Donc, on a une surcharge trapézoïdale. D'accord? J'utilise bien sûr la bague des charges trapézoïdales. Si on a d'autres charges, par exemple charges rectangulaires ou d'autres, il faut utiliser deuxième type d'abac. Pardon. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Oui, c'est clair. Continue. C'est bon? On peut continuer? Oui, continue. D'accord. Bon, pour la série TD numéro 2, les murs de soutènement, bien sûr. Donc, toujours, pour les murs de soutènement, on cherche à calculer les contraintes, on cherche à calculer les forces. Aussi, on cherche à les schématiser sur le mur, d'accord? C'est-à-dire schématiser la résultante du force. Et après, on a besoin de faire une vérification de la stabilité de notre mur, que ce soit vis-à-vis le renversement, vis-à-vis le glissement ou bien vis-à-vis le poinçonnement. On a vu aujourd'hui juste deux types de vérification. La vérification vis-à-vis le renversement plus la vérification vis-à-vis le glissement. D'accord? Donc, on passe à l'exercice numéro 1. La question, c'est que déterminer pour le mur, montrer plutôt pour le mur, oui, montrer à la figure ci-dessous la pression active et la pression passive, ainsi que la position de la résultante du force. Les caractéristiques de ce mur, on a, c'est-à-dire le sol, les caractéristiques du sol, on a gamma, là, le poids volumique est égal à 15,7 kN par mètre cube. On a phi, l'angle de frottement est égal à 30 degrés avec la cohésion inus, soit disant un sable ou je ne sais pas, ok? Donc, avec la hauteur, CH est égal à 5 mètres. Bon, bien sûr, pour le cas, si on commence par exemple par cas actif. Dans cas actif, on a C égale à 0. Donc, on a essayé de calculer le coefficient de poussée. OK? KA. KA est égal à 1 moins sinus phi sur 1 plus sinus phi ou bien d'autres équations. C'est tangente au carré plus sur 4 qui est égal à 45 degrés moins phi sur 2. C'est ça. L'angle de frottement sur 2 est égal à 0,5 sur 1,5. Bon, est égal à 1 tiers. Bon, à Z est égal à 0. On cherche de calculer la contrainte pour Z est égal à 0 ici. Donc, à Z égale à 0, sigma Z est égal à 0 parce que Z égale à 0. La profondeur, d'accord? Donc, sigma à Z égale à 5, si je veux calculer la contrainte ici, donc sigma A est égal à 1 tiers, voilà, 1 sur 3, fois 15,7. 15,7, c'est le poids volumique, fois la hauteur, 5, d'accord? C'est-à-dire c'est égal à 26,2 kilopascal, ok? C'est-à-dire Ka fois gamma fois H. D'accord? Donc, si on peut calculer
la pression active ou bien la force de pression. Je vais faire quoi? Juste, c'est-à-dire, comme c'est la section de triangle est égale à 5 fois sigma A, qui est égale à la contrainte A, qui est égale à 26,2 sur 2. C'est la section de triangle, d'accord? PA est égal à 65,5 kN par mètre linéaire, bien sûr. Bon, si on veut schématiser la résultante AG à une distance, bien sûr, à un tiers de H à partir, c'est-à-dire par rapport au sommet, ou bien 2 tiers de H par rapport, plutôt 1 tiers de H par rapport à la base, ou bien 2 tiers de H par rapport au sommet, c'est-à-dire c'est identique. C'est la même chose, d'accord? Donc, de distance 5 sur 3, c'est-à-dire H total sur 3 par rapport au bas du mur. OK? Voilà la résultante. C'est dit maintenant, c'est-à-dire à partir de là-bas, 1 tiers. Au sommet, par rapport au sommet, 2 tiers. C'est la même chose. Toujours 1 tiers, c'est-à-dire 1 sur 3 fois la hauteur totale est égale à, 5, est égale à 1,67 mètres. OK? Bon, si on veut aller au cas passif, C est égal à 0 toujours, on cherche à calculer le coefficient de Vt. C'est toujours l'inverse, c'est-à-dire 1 sur le coefficient de poussée, 1 sur Ka, ou bien 1 plus sinus phi sur 1 moins sinus phi, la même chose, c'est toujours tangente au carré, puis sur 4 plus phi sur 2. Donc, est égal à 3. Pour Z égale à 0, c'est-à-dire je vais essayer de chercher la force de Vt ici. Donc, sigma P est égal à 0, puisque Z égale à 0. Donc, à Z égale à 5, si je veux le chercher sigma, c'est-à-dire la contrainte ici, sigma égale à 5 mètres, donc sigma P est égal à Kp fois gamma fois H. Donc, Kp est égal à combien? 3. Gamma, c'est 15,7 fois H, la hauteur. Donc, est égal à 235,5 kilopascal. Si on cherche de calculer la pression de poussée, ou bien plutôt de Vt, PP, pression de Vt, le cas passif, ou bien la force de Vt est égale à combien? Est égale toujours, c'est la surface de triangle. C'est 5 fois 200, c'est-à-dire 5H fois sigma sur 2. Donc, la hauteur, c'est 5 fois 235,5 sur 2 est égal à 588,8 kN par mètre linéaire. Toujours. Et si on passe, c'est-à-dire à la résultante, si on veut schématiser la résultante du force, toujours, ça c'est le 1 tiers à partir de la base, c'est-à-dire 1 tiers de la hauteur. 5 sur 3. Est-ce que jusqu'à maintenant, est-ce que c'est bon? S'il vous plaît. مدام Oui. مدام الريزلتا كنديرو متلوها في الشيما ما فهمتش. Bon, pour le résultat, c'est-à-dire au niveau de schéma, d'accord? Donc, toujours résultat. Si je veux calculer par exemple sigma, la contrainte au niveau 0, bien sûr, elle trouve la contrainte égale à 0. Au niveau H, parce que H total est égal à 5 mètres, d'accord? Donc, sigma est égal à combien? Est égal à Ka, par exemple, si on revenons au cas actif directement, OK? Pardon, peut-être un problème de connexion. Bon, cas actif, donc H est égal à 5 mètres, je vais faire sigma est égal à 5 Ka fois la hauteur fois gamma W. C'est ça, plutôt gamma P, c'est-à-dire la contrainte du sol, plutôt le poids volumique du sol. Bon, il faut essayer de chercher d'abord la pression passive ou bien active. Si on a dans le cas passif, je travaille avec coefficient de Vt. Si je suis dans le cas actif, je travaille avec coefficient de poussée, Ka. D'accord? Donc, par exemple, un Kp, plutôt Pp, c'est-à-dire cas passif. Donc, j'ai essayé de déterminer d'abord la force ou bien la pression de poussée ou bien de Vt. Après, si on a un triangle, toujours, c'est-à-dire schématiser la résultante, qu'on un tiers à partir de base, c'est-à-dire à partir de la base, un tiers de H total. Par exemple, maintenant, H 1,67 mètres. Cela veut dire 1,67. C'est un résultat de 1 sur 3 fois H total, qui est 5. Donc, 5 sur 3 égale à 1,67. C'est la même chose. Soit tu peux dire un tiers à partir de 100 mètres, ou bien 2 tiers, plutôt un tiers à partir de la base, ou bien 2 tiers à partir de 100 mètres. C'est la même chose. Avec toujours le résultat, la résultante,
c'est-à-dire le schéma réel. OK? Est-ce que c'est clair? C'est bon, madame, merci. De rien. Bon, on peut passer à l'exercice numéro 2. Bon, pour l'exercice numéro 2, c'est un exercice récapitulatif. Donc, pour tout type, c'est-à-dire de calcul. C'est un exercice de notre dernière séance de TD. Donc, calcul porte calcul du contrainte, calcul de poids, calcul des forces, calcul aussi et la vérification de la stabilité vis-à-vis que ce soit le renversement ou bien. S'il y a des questions, n'hésitez pas. OK? Donc, ou bien la vérification par rapport au renversement. La question, c'est que déterminer les contraintes et les forces de pression, les forces, c'est-à-dire pression, ainsi les moments. Déterminer la vérification au glissement et au renversement. Voilà notre mur, un mur de soutènement, avec un épaisseur de 0,7 mètres. Ici, 0,5 mètres. On a 2 mètres, c'est-à-dire, on dit aussi 1 mètre. 6 mètres, c'est-à-dire H total est égal à 7 mètres. OK? Les caractéristiques de sol qui se trouvent ici, donc gamma sol est égal à 18,5 kN par mètre cube, avec la cohésion est égale à 10 kPa, phi est égal à 25, c'est-à-dire degrés. D'accord? Bon. Madame, s'il vous plaît, في l'exo اللي قبله نقولوا كا toujours c'est égal à 0. Non, parce que, c'est-à-dire les données à l'exercice, je veux donc si égal à 0, que ce soit stable, d'accord? Oui, toujours qui نقولوا K actif, c'est égal à 0. Non, c'est pas toujours. Parce que dans l'exercice, je vais vous donner si est égal à 0. Par exemple, je vous donne le sable, plutôt le solaire indi un sol sableux. Donc, automatiquement, c'est égal à 0. D'accord? C'est-à-dire ça dépend de donner des exercices. Si je veux donc par exemple d'autres types de sol et je veux donc gamma, les caractéristiques de ce sol, عنده gamma à tel temps, عنده phi à tel temps et عنده C par exemple, عنده 10 kilopascal. Donc il faut prendre en considération le si. D'accord? D'accord, madame, merci. De rien. On peut passer? Oui, c'est bon. D'accord. C'est bon. Donc, avant de schématiser, c'est-à-dire les données à l'exercice, les caractéristiques, j'ai aussi les caractéristiques de notre mur, c'est-à-dire les dimensions et tout, les caractéristiques de sol. Bon, avant de schématiser ça, je vais faire quoi? Donc, il faut calculer d'abord le coefficient de poussée, plutôt le coefficient de poussée, oui, Ka, est égal à 1 moins sinus phi sur 1 plus sinus phi, puisqu'on a l'angle de frottement phi est égal à 25 degrés, donc le résultat c'est 0,Ka est égal à 0,41. OK? Donc, Kp, coefficient de bitée, c'est toujours 1 sur Ka est égal à 2,46 dans notre exercice. Donc, avant de passer, de calculer les contraintes, à calculer les contraintes, je vais essayer de les schématiser sur schéma parce que ça sera un peu facile par rapport à celle, c'est-à-dire par rapport à la solution directe. D'accord? Bon, je vais essayer de schématiser ça. Sigma 1, donc on a des points théoriques, point A, B, donc θ, donc je vais voir C et D et θ, ok? D'abord, donc sigma 1 est égal à combien? 0. Pourquoi 0? Parce que gamma fois H, H ici est égal au point A est égal à 0. Mais elle m'a H est égal à 5 mètres, plutôt à 7 mètres, parce que 6 plus 1. D'accord? Donc, on a le point A. Alors, sigma est égal à 0, parce que gamma fois H est égal à 0. H égale à 0. Moins 2, c'est la racine de Ka. OK? Donc, j'ai aussi le sigma 2 ici. J'ai la hauteur totale de notre mire, c'est toujours... Comme vous voyez, 6 plus 1, c'est-à-dire 7 mètres. Donc, un dit petit z, z0. Je vais vous montrer comment on peut déterminer le z0, d'accord? On a aussi sigma 3 est égal à 2, c'est la racine de Kp. Donc, le côté toujours, coefficient, plutôt, le côté, c'est les forces ou bien les contraintes de butée, d'accord? Que ce soit sigma 3 ou bien sigma 4. F3 ou bien F4, d'accord?
Après, je vais essayer de schématiser, plutôt sigma 4 aussi est égal à gamma fois H fois Kp plus 2, c'est la racine de Kp. Le sens, c'est le sens positif parce que la NIF, le cas de BT, d'accord? Donc, si je veux aussi déterminer ou bien c'est-à-dire schématiser les forces, on a F1 se situe à un tiers à partir de base, c'est-à-dire un tiers de Z. Z, on va voir, Inch'Allah, comment les déterminer. Après, on a le F2, se situe à un tiers de ça. F3, bien sûr, à notre triangle, plutôt rectangle, directement, ça c'est cette distance, liée à 1 sur 2, d'accord? Et le F4, ça c'est le 1 tiers de petit h1, lié à 1, d'accord? Donc, je vais vous détailler cas par cas. On peut commencer d'abord les contraintes. Sigma 1. Voilà les sigma 1. Ça, c'est 0. Moins 2, c'est la racine de Ka. Si on revenant, ça, c'est moins 2, c'est la racine de Ka. Moins 2 fois C, la cohésion est égale à 10. La racine de Ka, ça, c'est la racine de 0,41. Je trouve, plutôt, pardon, ça, c'est le sens négatif. Je trouve moins 12,5 kN par mètre carré. D'accord? Kilopascal. Bon, sigma 2. Revenons au schéma. Ça, c'est sigma 2. Je vais faire quoi? Sigma 2 est égal à gamma fois H fois Ka, moins 2, c'est la racine de Ka. Donc, gamma H, sachant que gamma H est égal à 18,5, d'accord? Fois 7, c'est la hauteur totale, la hauteur totale de notre mur. Voilà, toujours ça, fois H. Fois Ka, 0,41. Moins 2 fois 10, la cohésion, la racine de Ka. OK? On est toujours fait le pousser. Mais je vais bon, est égal à combien? Est égal à 40,5 kN par mètre carré. Pour calculer le Z, ou bien déterminer le Z, je vais faire quoi? Je vais faire, ou bien je vais déterminer, ou bien je vais faire une égalité de sigma 2, la contrainte de je vais faire l'égalité à 0. Cela veut dire, je mets sigma 2 égale à 0, c'est-à-dire sigma 2 est égal à gamma fois Ka fois Z0. Au lieu de H, je mets Z0. Moins 2C, la racine de Ka égale à 0. Mon but, c'est de déterminer le Z, le Z0. Ça, c'est ça. D'accord? Donc, Z0 est égal à 2, c'est la racine de Ka sur gamma fois Ka. C'est ça. Bien sûr, après une simplification mathématique, je vais faire, c'est-à-dire je dois multiplier le dénominateur par la racine de Ka. Je trouve Z0 est égal à 2C sur gamma, la racine de Ka, est égal à 1,65 mètres. Cela veut dire, voilà, le petit Z, Z0, est égal à 1,65 mètres. Bon, sigma 3. Si on passe à sigma 3, cela veut dire, j'ai terminé avec tout ce qui est passif, plutôt tout ce qui est actif, tout ce qui est passif. Sigma 3 et sigma 4, cela veut dire F3 et F4, ce sont des forces de butée. OK? Donc, sigma 3 est égal à combien? Est égal à 2, c'est la racine de Kp. Donc, je travaille avec coefficient de butée, Kp. Donc, est égal à plus, le sens, 2 fois 10, la racine de Kp, ça c'est 2,46. OK? Est égal à 31,37 kilopascal. Bon, pour la contrainte sigma 4 est égale à gamma fois H fois Kp plus 2C, la racine de Kp. Je travaille toujours avec coefficient de butée. Donc, ça c'est 18, gamma 18,5 fois H, s'il vous plaît. Et si je ne travaille pas avec H total, la hauteur totale du mur, non. Je travaille avec cette H, c'est-à-dire H qui est égal à 1, petite H1, OK? Qui est égal à 1 mètre. Donc, c'est pour ça que j'ai mis 18,5 fois 1 fois 2,46 plus 2 fois C, la racine de Kp. Donc, je trouve sigma 4 est égal à 77,85 kilopascal ou bien kilonewton par mètre carré. D'accord? Bon, revenons au calcul des forces. Toujours, j'ai dit pour calculer les forces, je vais faire quoi? J'utilise les contraintes, c'est-à-dire le principe comme si j'essayais de déterminer la section, que ce soit d'un triangle, comme cela, triangle ici, ou bien rectangle, plutôt carré, et triangle, c'est ça. Cela veut dire, calcul des forces, F1 est égal à 1,5 sigma 1 fois Z0. S'il vous plaît, revenons au schéma. Ça, c'est F1 est égal à sigma 1 fois Z0, qui est égal à 1,65.
sur 2, parce qu'on a un triangle. La surface du triangle, c'est A fois B sur 2, c'est ça. Bon, très bien. Donc, on a 1 demi, bien sûr, moins c'est le sens, moins 12,5 fois 1,65, le tout sur 2 est égal à combien? Moins 10,31 kN par mètre linéaire. Ce sont des forces ou bien des pressions, OK? Donc, F2 est égal à combien? F2 est égal à 1 demi, revenons. F2, donc, est égal à 1 demi, parce qu'on a un triangle, fois sigma 2, voilà, sigma 2, fois H total moins Z0, c'est-à-dire fois seulement cette partie, d'accord? C'est-à-dire 7 mètres moins 1,65 mètres, d'accord? Le tout fois combien? Plutôt sur 2, fois sigma sur 2, voilà. Donc, sigma 2, oui. مدام لا بارتي اللي راه فيها F3 و F4 ما كانش عندنا في الشيمه الاولى كي درنا عرفنا بلي نزيدوها. Parce qu'il y a des forces de poussée, il y a des forces de butée, parce que هي الشيمه الاولى. Je dois schématiser seulement, d'accord? Je dois schématiser seulement pour faciliter. Normalement, c'est-à-dire pour schématiser les contraintes, schématiser les forces, c'est-à-dire à la fin de l'exercice. Mais pour le calcul, ça sera mieux. C'est-à-dire il faut d'abord schématiser pour faciliter un petit peu le calcul à l'ingénieur, d'accord? Il y a exactement la force de poussée, la force de butée, et ainsi de suite. Et les contraintes, c'est-à-dire qui ont relation avec le poussée ou bien butée. Est-ce que c'est clair? D'accord. Oui, madame. C'est pour ça que j'essaye de les schématiser au début. Pour faciliter le calcul, juste aller une application numérique, c'est tout. Bon, pour F2, s'il vous plaît, essayez de suivre avec moi. F2, j'essaye de calculer aussi la section de triangle. Ça, c'est sigma 2. Je calcule sigma 2 fois H total moins Z. Cela veut dire H total, ça, c'est 7 moins 1,65 qui est égal à. Donc, bon, fois combien? Le tout fois 1 demi. Donc, ça, c'est 108,3 kN par mètre linéaire. Parce que les forces, comme si tu as calculé seulement les sections, d'accord? Que ce soit des triangles ou bien des rectangles, ou plutôt des carrés. Bon, F3 est égal à combien? Revenons aussi au schéma. F3 est égal à sigma 3 fois petit h1 sur 2. Petit h1 est égal à combien? Est égal à 1 mètre. Parce que la section de rectangle, c'est A fois B. A fois B. Est-ce que c'est clair? Bon, directement, ça c'est 31,37 fois 1 mètre, le petit h1 est égal à 31,37 kN par mètre linéaire. Bon, revenons au F4, la dernière force de butée, F4. F4 est égal à sigma 4 moins sigma 3, parce que je cherche ça. D'accord? Ça c'est sigma 4, c'est le total, moins sigma 3 fois petit h1, qui est 1 sur 2. Parce que la surface est de triangle, ce n'est pas de carré. OK? Bon, F4 est égal à sigma 4 moins sigma 3 fois petit h1 sur 2. Ce n'est pas le h total. Ça, c'est 77,85. Ça, c'est sigma 4. Moins sigma 3, il y a toujours 31,37 kN par mètre carré. D'accord? Le tout fois 1 demi. 1 demi, c'est quoi? C'est h, petit h1, il y a 1 sur 2. H sur 2 est égal à 23,24 kN par mètre linéaire. Est-ce que jusqu'à maintenant, est-ce que c'est clair? Avant de passer au calcul des poids. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Est-ce que c'est bon? Bon, d'accord. Donc, il y a d'autres cas. Si on a un coefficient de poussée Kp supérieur, strictement supérieur à 6 fois le coefficient de poussée Ka, on peut subdiviser les forces de bêtis sur 2, s'il vous plaît. Donc, on a le coefficient de poussée. C'est-à-dire, on a trouvé 0,41. D'accord? Si je multiplie 0,41 fois 6, je trouve, je ne sais pas. L'essentiel, Kp, je trouve 2,46. Elle est supérieure strictement à 6 fois 0,41, qui m'a le cas. OK? Donc, faites le cas. Tous les forces de butée, les F3 et F4, je dis bien, ce n'est pas tous les forces, seulement les forces de butée, F3 et F4, on doit les subdiviser par 2, ou bien sur 2, d'accord? Cela veut dire F3, le résultat de F3, c'est 31,37 sur 2. Et F4, puisqu'elle est force de butée, c'est 23,24 sur 2. Donc, chaque fois, F1 et F2, ce sont des forces
de poussée normale, des forces dans le cas actif. Et dans le cas passif, tu as dit F3 sur 2 et F4 sur 2. D'accord? Pourquoi? Dans le critère où on a le coefficient de bitée, il est strictement supérieur à 6 fois le coefficient de poussée. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, si on a par exemple Kp, elle est inférieure 6 fois Ka, donc c'est-à-dire, je travaille normal, F1, F2, F3 et F4. Je ne cherche pas à subdiviser les forces de bitée sur 2, d'accord? Bon, si on passe au calcul de poids, le calcul de poids, bien sûr, il existe deux poids. Le poids de mire, normalement, ça c'est le mire sous forme L, c'est ça. Et le deuxième poids, c'est WS, plutôt le poids de sol. Bon, le poids de mire, j'essaie de diviser le mire en deux, c'est-à-dire W1 ici et W2, le rectangle, d'accord? Bon, W1 est égal à combien? Je dis bien. Revenons aux dimensions, ça c'est 0,7, pardon, 0,7, 6 mètres, 1 mètre, ça c'est 2 mètres, 0,5, d'accord? Bon, W1 est égal à combien? Est égal à 7 moins 0,5, d'accord? Parce que voilà W1, le premier rectangle, ok? Ça c'est 7 total, moins 0,5, ça c'est 6,5, d'accord? Fois 0,5, c'est ça, 0,7, fois 1, d'accord? Fois gamma B. C'est quoi le gamma B? C'est gamma B, 25 kN, poids volumique de béton, par mètre au cube. Donc, W1, c'est 113,75 kN. S'il vous plaît, si on cherche de calculer W2, c'est la même chose. W2, c'est 2 mètres plus 0,7. Cela veut dire le total, من O jusqu'à D, c'est 2,7 mètres, d'accord? Fois 0,5 fois 1 mètre fois 25 gamma B de béton, d'accord? Est égal à combien? 33,75 kN. Donc, si on veut chercher le poids de mire, ça c'est W1 plus W2. J'ai divisé le mire juste pour faciliter le calcul du poids, c'est ça. Donc, c'est-à-dire W1 plus W2, ça c'est le poids de mire. Bon, pardon. Madame, oui. Oméga 1, oméga 2. Madame, avec 1 mètre, c'est pour 1 mètre linéaire. Oui. Toujours? Oui, toujours. Ça, c'est pour le calcul de poids de béton, plutôt de mire. D'accord? D'accord, merci. Sinon, ça sera varié pour le calcul de poids du sol. OK? On va voir. Pour le poids du sol, on a 6,5. D'accord? Voilà, 6,5, c'est-à-dire, pardon, 6,5, c'est-à-dire 7 moins 0,5 fois 2 dimensions fois 18,5. Et voilà, c'est quoi 18,5? C'est toujours les caractéristiques de gamma sol. Maintenant, je n'utilise pas gamma B. J'utilise gamma sol, le poids volumique du sol, c'est 18,5 kN par mètre au cube. Revenons à l'exercice. Donc, c'est bon. Donc, pour le calcul de poids, on a deux types de poids. Le poids de mire, ça sera W1 plus W2 et le poids de sol. Si on passe directement à la vérification de la stabilité du mire vis-à-vis du renversement, donc le coefficient pour le calcul ou bien déterminer le coefficient de renversement est égal à la somme du moment stabilisant sur la somme du moment motrissant. Alors, le coefficient de renversement est égal à combien? Est égal, ça sera moins F3 sur 2, s'il vous plaît. Si vous avez remarqué, F3 et F4, on les subdivise sur 2. Pourquoi? Parce que F3 et F4, ce sont des forces passives, c'est-à-dire ce sont des forces de bitée, ou le cas où on a Kp strictement supérieur à 6 fois Ka. Donc, c'est pour ça qu'on les subdivise. Si on a par exemple Kp, elle est inférieure à 6 fois, donc, pardon, le critère, si on a le contraire, donc si on a Kp, elle est inférieure à 6 fois Ka, directement, ce n'est pas obligé de mettre, c'est-à-dire de diviser F3 et F4 sur 2. Maintenant, le cas, ce sont des forces de bitée, et le critère, c'est-à-dire condition vérifiée, c'est pour ça que j'ai mis moins F3 sur 2 fois, s'il vous plaît, F3 sur 2 fois 0,5, parce que y a la moitié, fois la moitié, 0,5. D'accord? Fois, plutôt, moins F sur 4, un triangle sur 2 fois 0,33. C'est quoi 0,33?
C'est-à-dire, je vais faire quoi? Je vais faire la force fois le bras de levier. C'est ça. Le bras de levier ici, c'est 1 tiers de petit 1. 1 tiers de petit 1, c'est-à-dire 1 tiers fois 1 est égal à 0,33, pardon. Moins WS, voilà le WS, fois 1,7. C'est quoi le 1,7? 1,7, c'est le bras de levier. Donc, le bras de levier, cela veut dire 2 sur 2, voilà le 2, maintenant 2, sur 2, c'est-à-dire la moitié, plus 0,7. Ou il a 1 plus 0,7, c'est combien? 1,7. Moins W1, voilà W1, fois 0,35. Donc, 0,35, c'est 0,7 sur 2, c'est-à-dire la moitié, toujours la force fois le poids fois le bras de levier. Moins W2, voilà W2, fois combien? Fois 2, fois ici, c'est-à-dire 2 sur 2, combien? C'est 1 plus, plutôt, fois combien? Fois 2,7, le total, le D, c'est combien? C'est 2 plus 0,7, c'est-à-dire 2,7 sur 2 est égal à 1,35. Le tout sur F2, voilà le F2. F2 fois combien? Fois 1,60, bien sûr F2, c'est-à-dire je ne subdivise pas sur 2. Pourquoi? Parce que F2, c'est une force de vitesse, plutôt de poussée, c'est-à-dire force active, d'accord? Donc, directement, fois 1,78. C'est quoi 1,78? C'est ça. 1,78, c'est-à-dire le 1 tiers de H total moins Z. Donc, 1 tiers, H total, c'est 7, H, la hauteur de mur, moins Z0, c'est 1,65. Cela veut dire 7 par T, bien 7 dimensions, fois 1 tiers, est égal à 1,78. Donc, concernant le coefficient de renversement, je l'ai trouvé égal à 2,6, supérieur, strictement supérieur à 1,5. Donc, je peux dire que la condition sera vérifiée. Et avant de dire que notre mur, c'est-à-dire est stable vis-à-vis est stable, il faut d'abord vérifier, ou là ensuite vérifier le glissement. D'accord? Bon, concernant la vérification de la stabilité du mur vis-à-vis du glissement, la même chose. Le coefficient de glissement est égal à la somme des forces stabilisantes sur la somme des forces motrices. Donc, bien sûr, est égal à combien? Est égal à F3 CO2 à cause de critère de Kp, elle est strictement supérieure à 6 fois Ka, d'accord? Plus F4 sur 2, ce sont des forces de vitesse, d'accord? Plus WS, plus W2, plus W1, c'est-à-dire W1 et W2 sont des poids de mur. W1 et W. Je les séparer juste pour faciliter le calcul. Sur F2, voilà le F2. D'accord? Donc, je trouve que coefficient de sécurité vis-à-vis le glissement est égal à 3,83, il est strictement supérieur à 1,5, donc la condition vérifie. Donc maintenant, je peux dire que c'est-à-dire notre mur est vérifié vis-à-vis, que ce soit la stabilité ou plus de la stabilité, que ce soit le glissement ou bien le renversement. D'accord? Donc jusqu'à maintenant, est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui, c'est bon, c'est clair. Bon, sinon, si vous avez des questions, c'est-à-dire pour les gens qui ont préparé des autres exos, d'accord? S'il y a des questions, n'hésitez pas. Essayez de me contacter sur adresse mail. Donc, d'abord, essayez d'apprendre une capture, génie civil L3 2020@gmail.com. C'est notre Gmail collectif, d'accord? Il y a des questions? Bon, concernant l'exercice, le deuxième exercice, c'est-à-dire l'exercice qui généralise tout, les forces, les moments, les poids et ainsi de suite. Donc, je vais essayer de vous partager avec vous la solution sur vos mails, d'accord? OK. Bon, sinon, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite, Inch'Allah, un bon courage. شكرا. Merci. Merci, وجزاك خير. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, je vais essayer d'arrêter l'enregistrement.